Bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Donc moi je suis Éric Chollet, je suis le président et le cofondateur d'une société qui s'appelle MarketShot. MarketShot, on fait deux choses. On est éditeur d'un comparateur qui s'appelle choisir.com, qui est un comparateur sur les secteurs de l'automobile, télécom, finance, immobilier et énergie. Et nous avons un deuxième métier qui est de fournir des solutions autour de la data et de la donnée intentionniste et moment de vie, qui se trouve être le sujet de la session d'aujourd'hui. Moi, Charles Rousseau, je suis directeur de la stratégie digitale chez Remind PhD, une agence du groupe Omnicom, notamment en charge de Volkswagen, dont on va parler très rapidement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un cas concret d'utilisation de la donnée intentionniste et moment de vie. Et avant ça, on va vous donner un petit peu de contexte sur la définition de ce qu'on appelle donnée intentionniste. Et puis, voilà. Alors là, on ne voit pas du tout mon petit schéma. En quelques mots, le gros rond bleu, ce sont les Français de plus de 15 ans. Il y a 54 millions de Français de plus de 15 ans. Et les petites bulles, ce sont les actes d'achat. Les actes d'achat, c'est tous les ans, les gens qui renouvellent leur voiture, leur forfait mobile, leur abonnement gaz et électricité. Et ce sont également les moments de vie. Les moments de vie, ça peut être le déménagement, un mariage, un nouvel enfant, qui va déclencher à nouveau des actes d'achat. On se rend compte, dans un premier temps, cette donnée intentionniste, finalement, c'est la capacité de cibler les gens qui sont en phase d'achat avérée. La petite difficulté, déjà, c'est de capter ces personnes en termes de volumétrie. On parle de 54 millions de personnes. Si on s'intéresse aux gens qui achètent une voiture neuve, par exemple, on est aux alentours de 1 million d'acheteurs particuliers de voitures neuves par an. Donc on a une chance sur 54 de tomber sur un véritable acheteur de voitures neuves. Et en fait, sur la plupart des achats un peu impliquants dans ces univers des télécoms, de l'automobile, de l'assurance, de la finance, on est sur des achats qui finalement sont pas si fréquents que ça. Et le challenge, ça va être de capter ces personnes au bon moment. Donc deuxième sujet, justement, les moments de vie. Un des enjeux sur ces moments de vie, si on prend le déménagement, qui est notre exemple ici, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a une notion de chronologie aussi sur ces moments de vie. C'est-à-dire qu'entre le moment où je décide de m'acheter un appartement, par exemple, et le moment où je vais emménager, il va se passer entre 6, 12, voire encore plus de temps. Et c'est dans cette chronologie qu'il va falloir qu'on capte les gens au bon moment. Parce que si je les capte trop tard, je ne vais pas pouvoir les pousser sur certains achats qui sont déclenchés par ces moments de vie. Et si j'arrive trop tôt, pareil, je vais avoir un petit problème. Donc il y a une notion vraiment de chronologie avec quelques exemples des gens qui vont aller sur un comparateur d'assurance auto, par exemple. On pourrait se dire que c'est très intéressant pour des constructeurs automobiles. La difficulté, c'est que les gens qui sont en train de comparer les assurances auto, ils doivent le faire très rapidement. On parle d'un achat dans les quelques jours qui vont suivre, qui est un achat contraint. Et en fait, on a déjà acheté sa voiture. Donc il y a des séquences comme ça qu'il faut avoir en tête sur ces notions d'intention et de moment de vie qui sont importantes. Avant de laisser la parole à Charles, donc, je voulais juste essayer de définir ce qu'on appelle justement données intentionnistes. Il y a 4 choses importantes. La première, c'est d'où viennent ces données. Nous, on fait partie des gens qui pensent que tout ce qui est machine learning, algorithmie et compagnie sur ce sujet-là est un petit peu discutable. Donc il faut, de notre point de vue, avoir des sources qui sont des endroits où on a capté des audiences qui ont fait des actions qui sont prédictives d'un achat futur. Donc on ne parle pas de consommation, par exemple, de contenu thématique, on parle de gens qui ont fait des choses qui sont prédictives d'un achat futur. Le deuxième point important, nous on vient à l'origine du monde de la performance, du performance marketing, pardon. Un petit peu comme la génération de leads, la donnée intentionniste, elle doit être fraîche, donc un petit peu comme le poisson, d'où la petite image. Il y a vraiment cette notion de flux qui est très importante. Un stock d'intentionnistes, il a un petit peu de sens quand les achats sont longs, mais il en a un petit peu moins sur des achats plus courts. Et en tous les cas, il faut vraiment rester et avoir en tête cette notion de flux. La granularité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la donnée intentionniste qui ne dit pas sur quel produit, quelle marque, et il y a cette intention, elle est un petit peu trop générique. Un acheteur de voiture neuve, en soi, ça ne veut rien dire, et ça n'est activable que quand on a une donnée qui est structurée autour des marques, des produits, des modèles dans le cas de l'automobile.
Et dernier point, la vraie donnée intentionniste, elle est capable de vous dire si vous êtes sur un intentionniste chaud ou un intentionniste très chaud. Donc il y a une notion d'intensité dans l'intention d'achat qui doit être disponible sur ces données. Je vais laisser la parole à Charles qui va vous montrer donc maintenant un cas concret qu'on a mis en place avec l'agence et pour le compte de Volkswagen. Ouais, donc globalement, l'un des enjeux de Volkswagen aujourd'hui est vraiment de migrer de temps forts de communication qui sont axés sur le produit, sur l'offre, notamment marquée par les lancements de voitures, mais aussi les journées portes ouvertes, et la volonté de migrer peu à peu vers une stratégie qui soit plus orientée sur l'internaute, sur l'utilisateur, pour définir ses besoins, son intérêt, pour avoir finalement une réponse qui soit plus adaptée à ce qu'il est prêt à entendre. Quand on a commencé à reprendre le compte Volkswagen en fin d'année dernière, on a été agréablement surpris chez Remind PhD de voir que ce travail a été entamé par Volkswagen via MarketShot, notamment dans une phase de segmentation qui était plutôt granulaire, que ce soit sur de la donnée d'intention, de la donnée d'intérêt. Comme disait Eric tout à l'heure, avec une notion qui est très importante, c'est vraiment de se baser sur de la donnée juste, de la donnée avérée versus d'autres fournisseurs de data qui peuvent au contraire se baser sur de la donnée extrapolée qui est moins à même de montrer l'intention d'achat, mais aussi toutes ces phases de collecte du côté Volkswagen, en se basant sur l'onboarding de leur base client, l'onboarding de leur base prospect, mais aussi en captant toutes les interactions sur le site. L'idée étant d'avoir une segmentation qui soit assez fine pour avoir une stratégie adaptée, que ce soit en phase de conquête, en phase de renouvellement d'automobile, mais aussi en phase d'anti-churn, pour vraiment faire travailler dans le sens du business du client versus avoir des temps forts qui sont vraiment marqués par l'actualité de la marque. Vous allez me dire rien de nouveau. La grosse différence et ce qui est vraiment intéressant dans ce dispositif, en réalité, c'est les capacités d'activation. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur une multitude d'annonceurs, c'est que cette data et en tout cas ces segments d'intention sont vraiment travaillés uniquement dans une approche display, dans une approche push. L'idée, c'est vraiment de pouvoir choisir le canal de communication qui soit le plus à même de répondre, en tout cas d'attirer l'intention de l'internaute. Dans ce cadre-là, les capacités d'activation sont multiples, donc soit via du display, via du programmatique, on a parlé rapidement de manière très simple, mais aussi pour alimenter le social, pour alimenter un call center, pour alimenter de l'email targeting, et finalement, en fonction de chaque segment, avoir la stratégie, et encore une fois, le canal de communication qui est le plus adapté à chaque typologie de segment. En quelques chiffres, pour Volkswagen, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie efficacité de la data. Il sera forcément à mettre en lumière versus les coûts et versus le contexte. C'est vrai que ces indicateurs bruts sont pas forcément les plus parlants. Mais ce qu'on voit, c'est que sur les segments qu'on a activés en display, on voit quand même un vrai incrément en termes de taux de clic, puisqu'on fait plus 59% de taux de clic. Mais c'est aussi le cas sur l'email retargeting, mais aussi sur les appels sortants, puisque au final, la data que nous arrivons à collecter aujourd'hui via MarketShot permet d'activer un call center et finalement faire du phoning, ce qui est un enjeu assez majeur compte tenu de ce que disait tout à l'heure Eric, sur le volume très restreint de prospects, d'autant plus sur les clients Volkswagen. Trouver aujourd'hui un client Volkswagen qui est en recherche d'une voiture neuve, finalement se retrouve sur des volumes qui sont relativement restreints, qui sont plus difficiles à activer en display, en tout cas à monitorer, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller choisir de trouver le bon contexte, le bon niveau de répétition, en gros tous les prérequis qui font l'efficacité aujourd'hui d'une campagne display. Finalement, en synthèse de ce qu'on a pu apprendre de ce dispositif, c'est qu'en effet, lorsque la data est de bonne qualité, sur des données avérées, on voit une vraie efficacité média, on voit des surperformances des campagnes. On a quand même, pour beaucoup, notamment sur la donnée intentionniste, qui est quand même relativement faible en termes de volume, des difficultés d'activation sur certaines typologies de sources, notamment, de support, notamment ce que je disais tout à l'heure, l'activation de display qui est de plus en plus contexte sur des volumes restreints, et que finalement, il fallait réussir à prendre cet aspect de la data, en tout cas cette stratégie autour de la data, dans une stratégie qui soit multicanal versus en silo, pour pouvoir, encore une fois, pouvoir développer le canal de communication qui soit le plus à même, et notamment tout ce qui est alimentation du CRM ou traitement call center, en gros, ne plus se focaliser sur une simple activation de display. Je vais maintenant laisser la parole à Eric, afin qu'il vous traduise les grands enjeux aujourd'hui, les grands enjeux de demain autour de la data.
Donc juste pour finir, vous l'avez compris, ce projet a vraiment apporté de la transversalité sur plein de sujets, c'est-à-dire il a mixé le CRM et le média, ce qui est un enjeu et une difficulté. C'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à la manière dont sont structurées les organisations marketing et l'écosystème. Donc là, on part vraiment du client. Les futurs enjeux pour les annonceurs et en fait, nous, ce sur quoi on commence à être sollicité aujourd'hui, l'évolution de tout ce type de projet très orienté consommateur, que ce soit pour de la conquête ou de la fidélisation, c'est de travailler dans le futur de plus en plus la notion de temps réel. Aujourd'hui, malheureusement, tout n'est pas à 100% en temps réel, mais technologiquement, les choses sont faisables. Donc, déclencher des scénarios d'activation en fonction du segment auquel appartient l'intentionniste qu'on a identifié, en le croisant idéalement avec les données annonceurs. Le deuxième point, c'est la notion de valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies et cette approche un peu transversale, on peut commencer à avoir un arbitrage budgétaire sur la partie marketing qui prend en compte la valeur des clients et des prospects, qui peut prendre en compte, par exemple, dans l'assurance, le scoring des clients. On en est à cibler des individus qui sont identifiés et sur lesquels le fait qu'ils deviennent acheteurs ou le fait qu'ils soient clients et potentiellement sur le point de partir, ça a une valeur vraiment différente. Donc on commence à travailler avec l'agence sur l'injection de ces segments, sur des leviers type AdWords pour commencer à faire de l'arbitrage en termes de budget qui prend cette dimension segment en termes d'optimisation. Et le dernier point pour conclure, il y a un sujet un peu récurrent quand on travaille dans cet univers de la donnée, c'est la notion de modèle économique. La grande question, c'est quel est le modèle économique de cette data ? On s'est habitué pendant quelques années avec un modèle qui était calé sur un CPM média, c'est-à-dire au même titre que je vais avoir un coût du média, je vais avoir un coût de la data. On fait partie des acteurs qui pensent que ce modèle est un petit peu discutable et un peu compliqué à travailler côté annonceur et agence. Pourquoi ? Parce qu'il alourdit le coût des campagnes. On commence à être confrontés, nous, à des annonceurs, notamment ceux qui sont les plus matures, à des annonceurs qui considèrent que la data peut mériter un budget vraiment à part, surtout lorsqu'elle est activée sur plusieurs leviers. Donc c'est plus une notion de CPM user, c'est-à-dire aux segments ou aux personnes que je vais envoyer unitairement, et non pas une rémunération à chaque fois que cette personne va être touchée, ce qui permet aux annonceurs en fait, d'amortir le coût de la data à partir du moment où elle est activée sur plusieurs leviers. Voilà, on vous remercie, on a 2 minutes d'avance. Merci beaucoup Eric. Charles.